On en était resté à la stabilité. On avait vu le critère de route. On avait défini la stabilité, les différents types de stabilité. On en était resté sur le critère de route, Hurwitz, qui permet de déterminer très facilement la stabilité d'un système en analysant les coefficients du dénominateur de la fonction transfert. Grâce à ces coefficients et grâce à une méthodologie qui est expliquée sur ce transparent, il est possible de décomposer, de faire un tableau avec une méthode, disons, systématique, de dresser ce tableau de route Hurwitz qui nous permet de savoir si le système est stable ou pas en regardant le nombre de fois dont la première colonne change de signe. On avait fait un exemple, on avait terminé la dernière fois sur un exemple complémentaire du cours, avec une règle, une propriété annexe qui permet de simplifier l'établissement de ce critère de ce tableau de route en divisant une ligne par un coefficient positif. Il est possible d'obtenir exactement les mêmes propriétés. Voilà, on en était resté. On avait traité ces exemples du cours et on avait traité un exemple complémentaire. On arrive donc à la deuxième partie de ce cours qui est dédiée aux asservissements à temps continu. Et on va, dans un premier temps, voir les structures, les différents types d'asservissements à temps continu. Voilà le schéma général d'un asservissement. Un asservissement est, comme on l'avait vu dans l'introduction, un système bouclé. La boucle, elle est là. Vous voyez, dans le transfert de l'information, on voit un endroit où l'information revient à son point de départ, ne revient pas n'importe comment, revient au niveau de ce qu'on appelle un comparateur. Qui dit asservissement dit forcément à un endroit comparaison entre quoi et quoi, entre une consigne, appelée aussi référence, et une mesure. Cet élément, dans les asservissements continus, c'est par exemple un amplificateur opérationnel monté en comparateur, qui réalise une différence entre deux signaux analogiques, par exemple. L'erreur entre ce qu'on veut et ce qu'on a est d'autant plus grande qu'on n'a pas ce qu'on veut, et est fournie et n'est pas envoyée directement au système, est modulée, modifiée, filtrée par un correcteur. L'objet de ce cours va être la synthèse de ce correcteur, de manière à ce que la commande qui, elle, est envoyée au système soit la plus pertinente possible, la mieux possible, de manière à ce que la mesure converge le plus rapidement possible, en tout cas à l'intérieur d'un certain gabarit qu'on va imposer, vers la référence. Le procédé, le système, donc, si on peut séparer aussi en petits signaux et gros signaux, ou en signaux de petite puissance et signaux de forte puissance, les différents signaux qui sont dans ce schéma bloc, tout ce qui est là, à ce niveau-là, donc au niveau de la sortie du capteur, au niveau de la référence, l'erreur, le correcteur, la commande, tout ça, c'est des petits signaux. C'est des signaux qui circulent dans des circuits électroniques basse puissance, comme des amplificateurs opérationnels, par exemple. Tout ce qui est dans le procédé, les perturbations, la grandeur qui revient là du procédé et qui va dans le capteur, c'est des signaux de plus forte puissance. C'est des signaux physiques réels qui concernent le procédé. Donc l'entrée du procédé, le procédé reçoit un signal de petite puissance qui vient du correcteur, mais tout de suite, la première chose qu'il fait, c'est de l'amplifier. Pour pouvoir chauffer, pour pouvoir déplacer, pour pouvoir je ne sais quoi. Toujours est-il, il y a forcément à un moment ici
très souvent un amplificateur. Et le procédé, comme le capteur, sont soumis à des perturbations et du bruit. C'est des grandeurs qu'on ne maîtrise pas, c'est des grandeurs additionnelles d'entrée qui ne sont la plupart du temps pas connues. La perturbation, ça peut être l'ouverture d'une fenêtre pour un asservissement de température, ça peut être le vent pour un asservissement de vitesse d'un véhicule. Le bruit du capteur, c'est tous les bruits qui s'additionnent au niveau de l'électronique d'amplification et de mise en forme du capteur, et même au niveau du principe physique de mesure en lui-même. Quelles sont les différentes techniques d'asservissement qu'il est possible de mettre en œuvre? Le but, c'est de donner au système en boucle fermée un comportement dynamique désiré, de référence, et on a plusieurs méthodologies, plusieurs architectures de commandes qui sont possibles. Tout d'abord, on en a une qui est basée sur le retour d'état. Si l'état est complètement mesurable, il est possible d'utiliser la représentation d'état du système et de faire une correction dite par retour d'état. Ça, comme c'est indiqué ici, c'est à privilégier lorsque ces états sont connus. Ce n'est pas toujours le cas. Lorsque les états ne sont pas complètement connus, lorsque on ne mesure par exemple que la sortie, il est pas toujours évident de reconstruire les états. Alors en tout cas cette année vous ne saurez pas le faire. Sachez qu'il existe des techniques qui permettent d'observer les états, de reconstruire les états à partir de la mesure, à condition que le système soit observable. Comme cette année on ne vous enseigne pas ces techniques, vous pouvez pas, si vous ne disposez pas d'assez de capteurs pour mesurer tous les états, vous ne pouvez pas implémenter le retour d'état si vous manque un capteur. Dans ce cas-là, vous utilisez la fonction transfert pour effectuer la correction, et vous utilisez des techniques basées sur la fonction transfert, donc des techniques fréquentielles qui se placent dans le domaine fréquentiel pour effectuer la correction. Ces techniques sont basées sur le placement de pôle ou avec des méthodes, fréquentielles dans le diagramme de Bode par exemple, ou dans le diagramme de Nyquist, ou alors d'autres méthodes qui sont plus empiriques, qui suivent une méthodologie un peu plus expérimentale. On va voir tout ça. Alors les asservissements classiques, cas du moteur à courant continu, voici le schéma bloc qui décrit le fonctionnement physique. Ce n'est pas un asservissement, réalisé intentionnellement, mais c'est un asservissement qui est intrinsèque à la machine à courant continu. C'est le fonctionnement, le schéma bloc qui décrit le fonctionnement d'une machine à courant continu. Il se trouve que cette machine est naturellement asservie déjà. Donc vous prenez le moteur, vous lui rajoutez rien d'autre. Intrinsèquement, si vous entrez si la grandeur d'entrée c'est la tension d'induit, si la grandeur de sortie c'est la vitesse de rotation du rotor, à l'intérieur, par construction même de la machine, il y a une contre-réaction. Alors comment interpréter cette contre-réaction de la machine à courant continu? Je pense que je vous l'avais déjà un peu expliqué, mais je pense que ce n'est pas inutile d'insister sur ce point. Lorsque E, c'est la force contre-électromotrice. Lorsque le moteur ne tourne pas, lorsque oméga est à 0, il n'y a pas de force contre-électromotrice. Donc initialement, si vous mettez une tension aux bornes d'un moteur à courant continu qui ne tourne pas, vous appliquez la pleine tension au niveau de son bobinage d'induit. Son bobinage d'induit est caractérisé par une résistance en général très faible et par une inductance qui elle aussi en général est assez faible. La constante de temps L sur R de la partie électrique est très rapide, quelques millisecondes en général. Donc très rapidement et sans que le rotor n'ait eu spécialement le temps de se mettre en route, parce que ça va beaucoup plus lentement par contre, la partie mécanique, le I va s'établir en régime permanent à U sur R. C'est la valeur finale de ce premier ordre. U sur R avec R petit. U grand en général, pleine tension.
Ça fait un I énorme. Donc au début, à la mise sous tension d'un moteur à courant continu, si brutalement on fait passer de 0 à plus VCC la tension aux bornes de ce moteur, brutalement on va avoir un courant qui va croître énormément et en très peu de temps, en quelques millisecondes. Ce qui va conduire immédiatement à un couple très important, parce que le couple est proportionnel au courant. Et là, une fois qu'on met un couple aux bornes du rotor, il va se mettre en rotation, mais avec une dynamique lente. Le rotor va prendre son temps pour accélérer, parce qu'en général, il a une charge. Cette charge a une certaine inertie qui fait que ça va accélérer lentement. Donc au bout de quelques dizaines, voire centaines de millisecondes, on va avoir une vitesse significative de ce rotor qui va provoquer, grâce à K, une force contre-électromotrice significative et qui va à terme s'opposer à la tension qu'on met aux bornes du moteur. C'est là la contre-réaction. Donc si vous attendez assez longtemps, au bout d'un certain temps, le différentiel de tension aux bornes de cette inductance va s'estomper. C'est là que réside l'asservissement naturel, intrinsèque d'une machine à courant continu. Et avoir ce type de schéma en tête pour comprendre le fonctionnement d'une machine à courant continu, c'est sûrement ce qu'il y a de plus pertinent par rapport à la réalité. Si vous comprenez la machine à courant continu sous la forme de ce schéma bloc-là, vous avez quasiment tout compris sur son fonctionnement. En tout cas, c'est ça qui explique, disons, par exemple, les sourds-courants lorsqu'on le met en route, qui explique pourquoi la vitesse de rotation est à peu près proportionnelle à la tension d'entrée, à cette erreur près. Ça explique aussi pourquoi vous avez une dynamique rapide et une dynamique lente qui proviennent respectivement du comportement électrique et du comportement mécanique. Il peut aussi y avoir des perturbations dans ce schéma bloc qui décrit la machine. Ces perturbations peuvent provenir par exemple d'un couple variable sur l'arbre moteur qui intervient à ce niveau-là sous la forme d'une addition d'un couple résistif ici ou d'une soustraction d'un couple résistif et qui va perturber la vitesse de rotation de ce moteur. Alors sachant que ce moteur est naturellement asservi en vitesse, on le voit, ce qui vient en contre-réaction, c'est une grandeur qui est image de la vitesse. C'était un moteur qu'on a souvent utilisé, qu'on a privilégié, dont on a privilégié l'utilisation par rapport à d'autres technologies parce que justement il bénéficiait de cette stabilité naturellement. On a utilisé la machine à courant continu dès le milieu du 19e siècle pour la traction électrique, pour l'entraînement de machines dans les usines à vitesse constante et sans asservissement, sans autre forme d'asservissement parce que naturellement, en alimentant cette machine à tension constante, on avait à peu près une vitesse de rotation constante. Évidemment, une perturbation augmente l'erreur entre, disons, une consigne qui correspond à la tension et la mesure. Et disons, si on a un fort couple résistant, on peut avoir finalement une vitesse de rotation qui va être très différente de ce qu'on voulait. C'est un asservissement, mais qui n'a pas une erreur statique nulle. Et là, pour certaines applications, ça pouvait poser problème, donc il faut passer à l'étape au-dessus, donc l'étape suivante qui est la réalisation d'un vrai asservissement en ajoutant à la machine un circuit de commande, un petit circuit électronique qui va réaliser la commande de U et la compensation de U de manière à corriger les variations de vitesse de rotation. Voilà le schéma bloc, le synoptique typique d'un asservissement à temps continu, avec les la terminologie qui est utilisée. Ne confondez pas commande et référence. Ça, c'est une erreur qui est souvent faite. La référence, c'est ce qu'on veut, c'est la consigne, c'est ce qui est à l'entrée du comparateur. La commande, c'est ce qui sort du correcteur. C'est facile à retenir. Et la commande, c'est ce qu'on applique au système, qui lui est pris dans une boucle fermée.
Voici les symboles qu'on utilise fréquemment lorsqu'on décrit un schéma bloc. Il y a une convention pour les lettres qu'on va utiliser. C, c'est souvent le correcteur. Bon, ça c'est naturel. G, c'est souvent les fonctions transfert de ce qu'on appelle la chaîne directe. La chaîne directe, c'est de là jusque là. La chaîne de retour, c'est celle qui part de là et qui va jusque là. Pour les termes de la chaîne directe outre le correcteur, on utilise souvent la lettre G. Quand il y en a plusieurs, on met des indices G1, G2. Pour la perturbation du système, on utilise souvent P. Pour le bruit de mesure, on utilise souvent B. Et pour les termes de la chaîne de retour, les fonctions transfert qui sont dans la chaîne de retour, on utilise souvent H. Pour la référence, on utilise Y indice R. R pour référence. Et pour la mesure, on utilise Y indice M, M pour mesure. L'erreur s'appelle E. Petit e lorsque c'est en temporel, grand E lorsque c'est la variable de Laplace. La commande, c'est toujours U, petit u de t lorsqu'on est en temporel, grand U de S lorsqu'on est en grandeur de Laplace. Voilà pour les différents... la terminologie et la notation qui est utilisée pour ces systèmes. CG est égal à CG1, G2. C'est la fonction de transfert de la chaîne directe, appelée parfois aussi chaîne d'action. H est égal à H1 fois H2, c'est la fonction de transfert de la chaîne de retour, ou chaîne de contre-réaction. La fonction transfert en boucle ouverte du système, notée souvent FTBO, pour faire plus court, c'est donc C fois G fois H. C'est la chaîne totale. La fonction transfert en boucle ouverte, c'est quand vous ouvrez ça et vous intéressez à toutes les fonctions transfert qui sont le long de la chaîne, le long de la boucle ouverte. Donc C fois G fois H. Chaîne directe, c'est C fois G. Chaîne de retour, c'est H. Et FTBO, fonction transfert en boucle ouverte, c'est la totale. Donc C fois G fois H. La fonction transfert en boucle fermée du système, c'est lorsque vous fermez la boucle. C'est-à-dire ici, s'il y avait un interrupteur, donc quand vous ouvrez l'interrupteur, vous obtenez la FTBO. Quand vous fermez l'interrupteur, entre l'entrée YR et la sortie Y, vous avez la fonction transfert en boucle fermée notée FTBF. Transmittance, sortie sur entrée, donc Y de S sur YR de S. Que vaut la fonction transfert en boucle fermée en fonction des différents éléments de la FTBO? On a, si on écrit les équations d'un schéma bloc, d'un système mis sous sa forme générique, hein, ça c'est une forme générique d'un asservissement, pratiquement tous les asservissements, mono-entrée, mono-sortie, quelle que soit leur complexité, peuvent se résumer à un schéma de ce type-là. Vous pouvez toujours vous y ramener par des simplifications de schéma bloc. Une fois que vous êtes ramené à cette forme-là, comment trouver à partir de C, G et H la FTBF ou fonction transfert en boucle fermée. Pour ça, il faut écrire les équations de ce schéma bloc, écrire que la commande est égale à C fois l'erreur, que l'erreur est égale à la consigne moins la mesure, que la mesure est égale à H, la fonction transfert qui décrit le capteur, fois la mesure physique, la grandeur physique mesurée Y, et enfin que Y est égal à la fonction transfert du système, G fois U. Vous pouvez ensuite écrire que U est égal à C fois l'erreur donc YR moins YM, YM vous le changez en H de S, YS. Et puis, vous pouvez écrire que la sortie est égale à G fois U, donc est égale à G fois ça, est égale à G fois ce terme-là. Et donc, vous pouvez écrire cette équation-là. Vous factorisez dans cette équation-là
le y que vous passez de l'autre côté, donc ça fait y facteur de 1 plus cgh égale cgyr, et puis vous faites le rapport entre sortie et entrée, y sur yr est égal à cg sur 1 plus cgh. Ça, il faut savoir par cœur. Ça interviendra tellement souvent qu'il vaut mieux le savoir. Vous pouvez le redémontrer à chaque fois, c'est pas bien compliqué, mais ça va vous faire perdre du temps. Comment retenir? Donc voilà les procédés mémotechniques pour retenir ça. Donc c'est transfert direct sur 1 plus transfert total. Vous voyez, CG transfert direct sur 1 plus transfert total CGH. Ça c'est toujours la règle. Hein. Si vous aviez G1, G2, H1, H2, vous auriez CG1, G2 au numérateur sur 1 plus CG1, G2, H1, H2 au dénominateur. Comment retenir qu'il y a un plus ici? Bon, un peu difficile, mais il est toujours opposé de ce moins-là. Hein, il répond à cette contre-réaction-là. Si vous avez un moins ici, vous avez un plus ici, et si vous aviez un plus ici, vous auriez un moins ici. Bon. Je ne sais pas si ça permet vraiment de retenir les choses, mais enfin, voilà. Alors, la fonction transfert en boucle fermée admet pour dénominateur 1 plus CGH. 1 plus CGH, c'est une fonction de transfert, hein, parce que C, c'est le rapport entre deux polynômes, hein, une fraction polynomiale, G aussi, H aussi. Donc 1 plus CGH, quand vous le simplifiez, vous obtenez un numérateur sur un dénominateur. C'est le numérateur de ce dénominateur, donc le dénominateur 1 plus CGH, vous prenez son numérateur, ce numérateur-là, c'est le polynôme du dénominateur de la FTBF. C'est donc celui-là qui va nous dire si la FTBF, la fonction transfert en boucle fermée, est stable ou pas. Donc l'équation des pôles, c'est 1 plus CGH est égal à 0. Ça va nous permettre de trouver les valeurs de S qui annulent le numérateur de 1 plus CGH. Ces valeurs de S sont les pôles de la FTBF. Les pôles de la FTBF sont des grandeurs importantes qui vont nous permettre de conclure quant à la stabilité ou pas de la FTBF, quant à sa dynamique, son temps de réponse, son dépassement, le type de sa réponse, second ordre, troisième ordre ou autre, etc. Donc c'est des choses qui, en général, qu'il va falloir calculer. C'est pour ça que cette équation-là, elle porte un nom déjà, parce elle est importante, hein, elle s'appelle équation caractéristique, et donc elle va nous permettre de déduire des choses importantes sur la FTBF. Bon, alors lorsqu'il n'y a pas de H dans la chaîne de retour, c'est un cas particulier. Vous voyez, quand on a un schéma bloc avec un transfert direct ici, et dans la chaîne de retour, on a 1. Mettons qu'on ait un capteur qui a un gain 1 entre un courant de 1 ampère et ce qui sort du capteur de ce capteur de courant. On a par exemple 1 volt par ampère. Donc un gain de 1 là dans la chaîne de retour. Que devient la FTBF? On a toujours chaîne directe sur 1 plus chaîne totale, CG sur 1 plus CG. Hein. Et si on dit que CG c'est égal à un numérateur sur un dénominateur qu'on appelle L de S et D de S respectivement, à ce moment-là, en simplifiant, en développant ça et en le simplifiant, par D de S, on obtient comme fonction transfert N de S sur N de S plus D de S. Donc là, on obtient une forme simplifiée avec un polynôme N de S au numérateur et un autre polynôme N de S plus D de S au dénominateur. Ça, ce calcul-là, vous aurez souvent à le faire. Autant à vous habituer tout de suite à ce qu'on obtient. Vous pouvez constater déjà une chose, c'est que le numérateur de la fonction transfert en boucle ouverte, le N de S, là, on le retrouve en boucle fermée. Première constatation.
Ça veut dire que les zéros en boucle ouverte, on va les récupérer en boucle fermée. On ne va rien pouvoir changer aux zéros du système. Donc vous pouvez agir comme vous voulez. Enfin non, vous pouvez éventuellement compenser ces zéros avec le C. Hein. Si dans G vous avez des zéros qui ne vous intéressent pas, vous pouvez les simplifier avec C en les mettant au dénominateur. Ce n'est pas tout à fait exact ce que je dis, qu'on ne peut rien en faire. Toujours est-il, les zéros qui restent dans la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée, donc avec le C, ils se retrouvent intégralement dans la fonction de transfert en boucle fermée. D'autre part, que dire de l'ordre de la fonction de transfert en boucle fermée? Regardez le dénominateur, c'est l'addition de deux polynômes. Quel est le degré de cette somme, de ce nouveau polynôme n plus d? C'est effectivement le degré du dénominateur. Pour des systèmes causaux, on a le degré du numérateur au plus égal à celui du dénominateur. Donc le max des degrés du numérateur et dénominateur, c'est évidemment le degré du dénominateur. Conclusion, en boucle fermée, on ne change pas l'ordre du système. Si en boucle ouverte, avec le correcteur, on a un ordre 2, on a deux pôles, on ne peut pas en avoir 3 en boucle fermée. On en aura aussi 2. Pas les mêmes, hein, évidemment, mais on en aura le même nombre. On ne change pas l'ordre en bouclant la boucle. Alors, on ne rajoute pas de pôle. Alors attention, on ne rajoute pas de pôle. On peut éventuellement en avoir moins s'il y a des simplifications. Imaginez que là, on puisse factoriser un certain nombre de zéros et que là, dans ce polynôme-là, on puisse factoriser les mêmes zéros qu'il y a au numérateur. S'il y a simplification, on peut éventuellement en avoir moins. Mais on n'en aura jamais plus. Ça veut dire que la complexité d'un système, hein, parce que l'ordre, le nombre de pôles, est lié à la complexité du système. Le fait de boucler la boucle, de faire une contre-réaction, ne change pas la complexité d'un système. Alors, exemple, régulation de la vitesse du rotor d'un moteur à courant continu. La commande, c'est la tension d'entrée YR pour une vitesse de rotation désirée. Alors, ce qu'on a en général du mal à comprendre, c'est que c'est ces histoires d'homogénéité des grandeurs physiques hein, dans un schéma bloc. En asservissement, pour un asservissement, il faut bien comprendre qu'on a toujours quelque part un capteur. Les petits signaux, ils peuvent être... Il n'y a pas 36 moyens de faire un asservissement. Hein. Vous pouvez utiliser un procédé électrique. Dans ce cas, vous pouvez utiliser pour le correcteur qui est un filtre, des filtres actifs, hein, des ampli-op à base de... Voilà, vous utilisez des résistances, des kappas, éventuellement des inductances pour faire tout ça. Donc là, tous les signaux de la partie petit signal vont être des signaux électriques. Il y a éventuellement moyen de le faire avec du pneumatique. Dans ce cas-là, toutes les grandeurs de réglage, de commande, les grandeurs du correcteur, tout ça, ça peut être des pressions, hein, des pressions d'air. Ça, c'est un autre moyen de réaliser, d'implémenter un asservissement. Mais en dehors du pneumatique, de l'électrique, vous n'avez pas grand-chose. Hein. Donc finalement, au niveau du correcteur, ça peut être des volts, si vous utilisez un principe électrique, ce qui est en général l'immense majorité, ou ça peut éventuellement être des bars, si vous utilisez un principe pneumatique. Mais quel que soit le moyen que vous utilisez, à un moment, il faut convertir la grandeur physique que vous voulez mesurer, qui, elle, peut être n'importe quoi. Ça peut être, si c'est une température, bon, des degrés. Si vous asservissez une pression, c'est des bars. Si vous asservissez une vitesse, c'est des mètres par seconde, des radians par seconde ou autre chose. Voilà, à un moment, il faut un capteur qui va passer de l'espace physique, qui correspond au système, à la grandeur physique que vous voulez réguler, à l'espace de votre correcteur, qui est soit des tensions, la plupart du temps, soit éventuellement des pressions. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de référence d'un asservissement et qu'on parle par abus de langage de la même grandeur physique
que celle du système, c'est un abus de langage. Si on dit ma référence dans mon asservissement, c'est 20 degrés, c'est un abus de langage. Derrière cette phrase, il y a ma référence, c'est la tension dans le régulateur qui correspond à 20 degrés physique dans la pièce. Et donc c'est l'équivalent en tension qui est donné finalement par mon capteur. Mon capteur, s'il donne 1 volt par degré, à ce moment-là, effectivement, ça sera la même valeur. Mais s'il donne 10 volts par degré, ça ne sera pas la même valeur. Et par abus de langage, souvent, on parle quand même si c'est des volts, de la grandeur physique. C'est pour ça que là, il y a dans cette phrase, c'est là derrière, enfin c'est sous-entendu. Il y a une faute là. Je dis juste avant qu'il ne faut pas confondre commande et... Bon, c'est pas moi qui ai écrit les slides. Alors, la commande, c'est non, c'est pas la tension d'entrée Y indicaire, parce que ça, c'est la consigne. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ouais, je pense qu'il voulait dire effectivement la commande et que là, il faudrait lire U. Ouais, ça doit être ça. Commande, c'est la tension d'entrée du moteur, donc la tension dont l'image c'est U. Alors c'est pareil, le U là qui sort du correcteur, avant qu'il soit amplifié, c'est un petit signal. Et puis après, ça va à un ampli de puissance, avec des hacheurs, ce que vous voulez, des transistors de puissance, qui convertissent ce petit U, là, petite puissance, en U puissant qui peut aller jusqu'à, je sais pas, des mégawatts si c'est un train, et qui va finalement commander votre système. Et là aussi, on fait souvent un abus de langage. On dit tension d'entrée petit U, mais c'est tension d'entrée de l'ampli. Et c'est pas forcément tension d'entrée du moteur. Et parfois, même si dans l'esprit de la plupart des gens, c'est parfaitement clair, pour ceux qui débutent, pour ceux qui voient ça pour la première fois, ça peut être un peu déstabilisant. Bon, la vitesse de rotation désirée, c'est oméga indice R. La mesure, c'est la vitesse du rotor et on peut la mesurer grâce à une génératrice tachymétrique. C'est une machine à courant continu qui fonctionne en génératrice et dont la tension de sortie est proportionnelle à la vitesse de rotation. Donc on a un moyen de mesure. Voilà le schéma bloc. Vous avez votre référence qui est égale à oméga de R, visiblement. YR est égal à oméga R. Vous comparez ça, alors c'est une tension à ce niveau-là, vous comparez ça à la tension qui est image de la vitesse physique, qui est mesurée au moyen d'une génératrice tachymétrique qui réalise cette conversion-là avec ce gain-là. Donc ici, vous avez des radians par seconde, et ici, vous avez des volts avec une certaine graduation, volts par radian par seconde. Votre correcteur envoie une commande. Cette commande, vous voyez, vous l'appliquez directement à un schéma bloc qui était le schéma bloc du moteur. Ce que ça sous-entend, ce schéma bloc, et qui n'est pas représenté là, c'est qu'il y a forcément un ampli quelque part. Ça, c'est des petits signaux. Alors vous pouvez avoir un ampli de gain 1, alors là typiquement c'est un ampli de gain 1 parce qu'on ne l'a pas fait ressortir, mais il y a forcément quelque chose qui passe des milliwatts qui sortent de là aux watts qui correspondent à l'alimentation de ce moteur, des watts ou kilowatts ou plus. Ce hacheur, il peut avoir un gain 1, là c'est ce qu'il y a plus simple, c'est tel que c'est représenté là, mais il peut avoir un autre gain et il peut aussi avoir un retard. La plupart des hacheurs sont modélisés souvent par un retard. On néglige ça dans un premier temps, pour faire simple. On peut réécrire ce schéma bloc d'une autre façon. Vous voyez que la chaîne directe, on peut la changer. On peut considérer que finalement, ce qu'on va asservir, parce que c'est la vérité, c'est la réalité, ce qu'on asservit, c'est l'image, la tension image de la vitesse. C'est pas les radians par seconde qu'on va servir,
mais c'est la tension qui sort du capteur qui est, elle, image de la vitesse de rotation. Donc ça, on peut très bien le mettre aussi dans la chaîne directe, c'est ce qu'on a fait là. Et dans ce cas-là, notre grandeur asservie apparaît là, au bout de la chaîne directe. Mais c'est juste cosmétique, hein, ça ne change rien du tout aux équations. Après, on peut encore faire 7 modifs. Bon, mais là, moi, je trouve que c'est un peu poussé, là. Ça apporte pas grand-chose. Je pense, dans l'esprit de mon collègue Bayle, c'était pour justement faire apparaître que la grandeur électrique, là, petit signal qui est notre référence, peut être convertie en grandeur radian par seconde grâce à ce gain. Mais bon, on ne le fait jamais, ça, on ne l'implémente jamais dans la carte électronique qui va faire la régulation. Hein. On le laisse toujours sous cette forme-là. Donc ça, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Bon, maintenant, ça n'engage que moi. Si ça vous aide à comprendre, tant mieux. Mais je préfère que vous reteniez ces histoires de petit signal. On est souvent en grandeur électrique pour la régulation, parfois en grandeur pneumatique. Et signaux forts, qui est entre les deux un ampli. Donc ça, c'est l'architecture classique d'un asservissement. Si on s'intéresse au comportement fréquentiel, lorsqu'on boucle la boucle, lorsque vous fermez la boucle d'un asservissement, qu'est-ce qui se passe au niveau du diagramme de Bode? Ici, on a représenté le diagramme de Bode d'un système classique, un exemple de système, où vous avez un gain constant jusqu'à une certaine fréquence de coupure qui est là, qui est 1 sur taux 1. Puis ça descend avec une pente de moins 20 dB par décade jusqu'à une pulsation 1 sur taux 2. Où vous avez une deuxième cassure qui fait que vous rajoutez de la pente et vous passez de moins 20 à moins 40 dB par décade. Vous avez un phénomène identique au niveau des phases. Tant que c'est un simple gain, vous avez une phase nulle. Puis lorsque vous passez à une pente de moins 1, vous avez une phase qui va vers moins 90. Et lorsque vous arrivez à la phase où on est à moins 40 dB par décade, on converge vers une phase de moins 180 degrés. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on boucle la boucle? Donc qu'est-ce qui se passe lorsque la fonction transfert en boucle fermée est celle-ci? CG sur 1 plus CG, chaîne directe sur 1 plus CG sur 1 plus CGH, chaîne directe sur 1 plus chaîne totale, et dans laquelle on a remplacé S par, on a fait le changement de variable, S est égal à J oméga. Il y a deux zones, et ces zones-là sont séparées par ce critère-là. Vous avez la zone où le gain de la chaîne totale de la FTBO corrigée, on parle aussi de FTBOC, lorsqu'on inclut le correcteur, donc là vous avez correcteur fois G fois H, lorsque toute cette chaîne-là en boucle ouverte, lorsque son gain est très inférieur à 1, à ce moment-là, on peut négliger ce terme-là au dénominateur qui devient 1 et on peut considérer que la FTBF est à peu près égale à CG. Si par contre ce terme-là est très très supérieur à 1, à ce moment-là, il va dominer par rapport à ce 1 et puis on va pouvoir faire des simplifications. On pourra simplifier entre numérateur et dénominateur le CG. Et puis on va se retrouver avec 1 sur H. Ça, c'est les deux zones. Et vous voyez que ce qui sépare les deux zones, c'est l'endroit où on coupe 0 dB. Il y a la zone où on est au-dessus de 0 dB, donc on est au-dessus d'un gain 1 pour la FTBO, donc pour CGH. Et puis il y a la zone où on est en dessous. Et là, visiblement, la fréquence qui sépare les deux zones, c'est celle-ci. Alors, c'est sûr que là, j'ai juste CG. Mais il se trouve que dans cet exemple-là, mon H est égal à 1. Donc, il ne va rien changer au gain. Hein. Et effectivement, l'endroit où CGH coupe 0 dB, bah, c'est bien celui-là. Et donc, si on applique cette règle-là, lorsque CGH est très supérieur à 1, c'est-à-dire toute la zone basse fréquence où le gain était plus élevé que 0 dB, ben, le gain équivalent, enfin la fonction transfert équivalente, c'est 1 sur H.
1 sur h c'est 1 sur 1, donc ça fait 0 dB jusque là. Au niveau de la phase, idem, 1 sur h qui est un simple gain, a pour phase 0 degré. Lorsque on dépasse ce point-là de coupure en 0 dB et que le gain devient plus petit que 1, on rentre dans ce cas-là, et à ce moment-là, la FTBO se comporte comme CG de J oméga, donc c'est la courbe verte. Donc là, la courbe en boucle fermée va suivre la courbe verte qui correspond à CG en amplitude et en phase. Ici, vous voyez que on a répercuté là la phase de CG. Si on s'intéresse à l'erreur qu'on commet en faisant cette approximation par rapport à la vraie, au vrai baud de la FTBF, vous voyez que c'est pas énorme. En rouge, vous avez la vraie valeur, et en bleu et vert, vous avez les valeurs approchées là qu'on a estimées au moyen de ces approximations. Donc vous voyez que c'est pas si mauvais que ça, et si on peut retenir une chose de ça, c'est que la bande passante de la boucle fermée correspond à peu près à l'endroit où la boucle ouverte coupe 0 dB. Donc sans faire aucun calcul, juste en regardant le baud de la boucle ouverte, en regardant où est-ce qu'il coupe 0 dB, vous avez une idée de la bande passante de la boucle fermée. La bande passante, c'est important, hein, ça vous donne la rapidité de votre boucle fermée. Donc quelque part, si vous voulez accélérer la boucle fermée, vous avez tout intérêt à ce que ce point où ça coupe 0 dB soit le plus loin possible en fréquence. Plus il sera à une fréquence élevée, plus le système en boucle fermée sera rapide. On va maintenant passer à l'autre façon de réaliser un asservissement. Donc là, c'est avec en utilisant les fonctions transfert, en raisonnant avec des critères fréquentiels, hein, en se plaçant dans l'espace fréquentiel où on a un certain nombre de choses qui deviennent plus simples, mais où les critères sont aussi purement fréquentiels. L'autre façon, c'est de rester dans l'espace temporel, utiliser la représentation d'état, qui elle ne fait pas de transfo de Laplace, et raisonner en utilisant ces états, et faire ce qu'on appelle un retour d'état. Qu'est-ce que c'est un retour d'état ? Donc c'est aussi un asservissement, sauf qu'au lieu de reboucler la mesure comme on le fait avec les fonctions transfert, ici, donc une mesure qui dans notre cas est monovariable, donc une mesure qui est scalaire, donc une seule grandeur, dans le retour d'état, on va reboucler plusieurs valeurs. On va reboucler autant de grandeurs qu'il y a d'états dans le système. Donc si vous avez un système d'ordre 2, vous allez faire un rebouclage vectoriel, hein, où les grandeurs rebouclées là seront de dimension 2. Alors, on va voir comment implémenter ça. Comment on va pouvoir synthétiser ce genre de correcteur. Tout comme les asservissements avec fonction transfert, il est nécessaire de modéliser l'effet de perturbation et du bruit, en tout cas si on le peut, et quand on ne le peut pas, il faudrait, disons, minimiser leur influence de manière à ce que la sortie suive le plus possible la référence, même en présence de perturbation et de bruit. Vous avez aussi une commande, hein. La commande, c'est ce qui sort d'un correcteur qui là aussi qui est plus simple dans le cas d'un retour d'état et qui est construit à partir des états, comme on va le voir. Alors qu'est-ce que c'est qu'un retour d'état ? Le retour d'état, c'est une contre-réaction. Contre-réaction, ça veut dire qu'il y a un signe moins qui utilise comme non pas une grandeur de mesure, mais le vecteur d'état. Donc on génère le U, la grandeur d'entrée de notre système mis sous forme d'état, à partir de X qui contient les états. Donc déjà là, à partir de cette équation-là, on peut voir que notre gain K n'est pas un scalaire, c'est forcément un vecteur. X est un vecteur colonne qui contient autant d'éléments que d'états. K est donc un vecteur ligne
qui contient autant d'éléments que d'états. Vous avez donc autant de gains dans grand K, de petits gains petit k à régler qu'il y a d'états. C'est vos degrés de liberté de réglage. Plus votre système est d'ordre élevé, plus vous avez des boutons de réglage possibles pour façonner à votre guise la réponse en boucle fermée de ce système. Comment régler ces K1, K2, Kn, qui sont les éléments de ce vecteur K de retour d'état? On peut constater qu'en injectant cette nouvelle commande dans l'équation d'état, on obtient une nouvelle équation d'état qui est la suivante. Au lieu d'avoir x point est égal à ax plus u, on obtient x point est égal à ax moins bkx. En factorisant x, on obtient x point est égal à a moins bk fois x. Conclusion, on obtient une nouvelle équation d'état avec une nouvelle matrice A qui devient A moins BK, et on n'a plus de U. Je vous avais expliqué que la dynamique d'un système mis sous sa forme d'état est codée entièrement dans la matrice A. Notamment que les valeurs propres de cette matrice A donnent les comportements dynamiques, les pôles du système. Bon, à condition qu'il ne se simplifie pas. Mais cette matrice A code la dynamique. Toutes les dynamiques de votre système final vont se retrouver dans les valeurs propres de A. Donc, en façonnant à votre guise les valeurs propres de A moins BK, c'est-à-dire en réglant K correctement pour avoir des valeurs propres là où vous voulez pour A moins BK, vous allez pouvoir régler la dynamique de votre système. Bon, alors toute la difficulté, c'est comment y arriver. Et aussi, ça c'est bien beau, mais vous voyez, il n'y a pas d'entrée là. Comment vous allez imposer votre consigne là? Il n'y a aucune entrée. Ce système-là est un premier ordre qui va converger vers 0. Le x, les états, vont forcément aller vers 0. C'est pas forcément ça qu'on veut tout le temps. En règle générale, on veut que ça converge vers ce qu'on veut. Comment injecter dans ces équations-là ce qu'on veut, à savoir la référence? C'est l'objectif du transparent suivant. Donc problème, introduire la consigne dans la loi de commande. L'objectif, c'est que y infini, la valeur finale de notre sortie, de notre mesure du système sous sa forme d'état, hein, donc y infini c'est y de t lorsque t tend vers l'infini, soit égal à y indice r, à savoir la consigne. Si on note de la même manière x infini et u infini, les limites lorsque t tend vers l'infini de x et u de t, donc les régimes permanents de x et u, la commande par retour d'état s'écrit u moins u infini est égal à moins k x moins x infini et est telle que u est égal à u infini lorsque x est égal à x infini. Si vous générez cette commande d'état, vous avez une commande nulle, un u nul, lorsque vous avez convergé avec l'état à l'endroit où vous voulez aller, à savoir à x infini. Comment calculer x infini, u infini, tel que ça corresponde avec ce x infini là à un y infini, donc une sortie qui est égale à notre référence? Comment faire? Lorsqu'on a convergé, l'état ne varie plus. Donc, le terme qui a là normalement, qui est x point, est égal à 0. Lorsqu'on a convergé, on a donc cette équation-là. 0 est égal à a fois x infini plus b fois u infini, et l'équation de mesure, c'est y infini est égal à c fois x infini plus éventuellement d fois u infini. Si on pose x infini est égal à nx y infini, u infini est égal à nu y infini.
qu'on suppose pouvoir extraire de ces équations-là lorsqu'on résout ces deux équations. Il vient, lorsqu'on réécrit ça, vecteur 0, 1 fois y infini est égal à a, b, c, d. Donc on a réécrit ces équations-là en injectant ces termes-là là-dedans, fois nx, nu, y infini. On peut extraire la valeur de nx, nu en simplifiant dans un premier temps le y infini, et ensuite en écrivant que nx et nu est égal à l'inverse de a, b, c, d fois 0, 1. À condition que cette inverse existe. Je ne vous démontre pas ici qu'il existe. L'équation initiale devient, donc u est égal à u infini moins k fois x moins x infini, qui conduit, lorsqu'on remplace u infini et x infini par les valeurs en fonction de nx et nu, ce qui conduit à nu y infini moins k fois x moins nx y infini. On obtient donc la loi de commande, u est égal à nu y de r moins k x moins nx y de r. Voilà, donc voici la méthode qui permet d'injecter dans la loi de commande YR, qui est notre valeur de mesure qu'on veut, c'est-à-dire notre consigne. Ça permet, disons, de garantir que lorsque l'asservissement a convergé, à savoir lorsque tout converge vers les valeurs avec l'indice infini, on est l'état qui converge vers l'état désiré, et de la même manière la mesure qui converge vers la mesure désirée. Voici le schéma bloc, voici le retour d'état lorsqu'on le met sous la forme d'un schéma bloc. Vous avez ici les équations d'état, U en entrée, Y c'est la mesure, c'est ce qui sort de cette équation de mesure, X qui est l'état, qui sort de l'équation d'état, on le multiplie par un gain K qui contient autant de scalaires, d'éléments qu'il y a d'état, on le met en contre-réaction et on le compare avec non pas YR, mais YR modifié par N chapeau, par N bar. Pardon. Ce N bar dans le cas monovariable est scalaire. NU est scalaire, K fois NX est scalaire. Donc ce N bar, c'est quoi? C'est un coefficient qui vous permet de modifier votre consigne pour qu'on ait, lorsque ça a convergé, Y qui soit égal à YR. Si vous ne mettez pas ce gain-là, vous aurez une différence entre ce que vous voulez et ce que vous avez. Donc ce gain-là, qui est purement scalaire, permet de modifier votre consigne, de l'adapter de manière à ce que Y converge exactement vers YR. Pour un certain retour d'état. Parce que ce gain-là de préfiltrage dépend de K. Vous voyez. Le modèle d'état du système en boucle fermée devient donc celui-ci, avec une nouvelle matrice A qui est celle-ci, celle qu'on avait déjà définie tout au début, avec cette fois-ci la consigne qui intervient via B, mais via aussi ce scalaire N chapeau qui permet de l'adapter, avec une nouvelle matrice C qui vaut C moins DK, et une nouvelle matrice D, un nouveau scalaire D, qui vaut D fois N chapeau. Et donc on se retrouve avec un système qui maintenant, avant avait en entrée U et en sortie Y, et qui maintenant a en entrée YR, donc la consigne, et en sortie Y, et grâce à ce retour d'état, si on fait correctement les calculs, en régime permanent, Y devrait converger vers YR, ce qui n'était pas le cas évidemment en boucle ouverte. Qui plus est, en imposant à K certaines valeurs, on arrive à imposer à cette nouvelle matrice A certaines valeurs propres, et on arrive à imposer à ce nouveau système une certaine dynamique qui correspond par exemple à celle souhaitée par un cahier des charges. Exemple de commande par retour d'état sur une machine à courant continu.
Dans le cas où, par exemple, on a utilisé ces états-là, hein, vous vous rappelez, pour la machine à courant continu, on avait le choix des états qu'on utilisait. La sortie, c'est oméga, on souhaite asservir la vitesse, et on peut, par exemple, utiliser les états qui sont la vitesse de rotation du rotor et le courant d'induit. Dans ce cas-là, on obtient les équations d'état suivantes. On peut également, si on le souhaite, utiliser la vitesse de rotation comme là, mais pour le deuxième état, au lieu d'utiliser le courant, on peut utiliser l'accélération, donc la dérivée de la vitesse de rotation du rotor. Dans ce cas-là, on obtient cette nouvelle équation d'état, mais le comportement, enfin ça décrit exactement de la même manière le comportement de la machine. Bon, pour asservir une machine à courant continu par retour d'état, cette année, tant que vous ne savez pas faire d'observateur, ce qu'on appelle un observateur d'état, il faut disposer d'une mesure pour tous les états. Donc si vous choisissez cette modélisation-là, il vous faut une génétachie sur l'arbre qui va mesurer la vitesse de rotation, il vous faut un capteur de courant, donc un capteur à effet Hall, sur le circuit d'induit qui va vous renvoyer une tension image du courant d'induit. Si vous utilisez cette modélisation-là, il vous faut une génétachie et il vous faut dériver le signal de la génétachie. Un capteur d'accélération, ça n'existe pas. Vous pouvez éventuellement mettre un dérivateur analogique sur le signal analogique de la génératrice tachymétrique. Là, ça va conduire à un signal très très bruité. Dériver un signal qui déjà est bruité naturellement, ça conduit à bruiter encore plus. C'est pas forcément la solution qu'il faut privilégier. Si vous avez le choix, si vous n'avez pas encore le système qu'on vous donne et que vous avez le choix des capteurs, privilégiez pour des raisons technologiques la première solution. Mesure de l'accélération angulaire du rotor, ça n'existe pas. Et donc vous réalisez l'asservissement suivant. Vous avez les équations d'état de votre machine à courant continu qui sont là, avec Y qui est la vitesse de rotation du rotor, U qui est la tension d'induit. Vous réalisez un rebouclage de X1 que vous multipliez par K1, premier retour du premier état, et un autre rebouclage pour X2 est égal à I, avec un coefficient K2, donc retour du deuxième état. Et vous réalisez également un préfiltrage de votre consigne, qui est la vitesse de référence, avec ce N chapeau, ce N bar, qui est un scalaire, et qui permet d'adapter en fait la consigne de manière à ce qu'en régime permanent, on ait Y qui converge vers YR. Le retour d'état réalise donc une commande qui a cette équation, N bar oméga R moins K1 oméga moins K2 I. Il est intéressant de noter qu'on peut obtenir exactement la même chose en utilisant les notions habituelles, en raisonnant avec les fonctions de transfert, et en utilisant des asservissements classiques. Alors, ce n'est pas tout à fait classique, parce que là, vous avez une structure qui est dite par boucle imbriquée. C'est d'ailleurs souvent ça qui est réalisé pratiquement. Vous avez, pour l'asservissement des moteurs à courant continu, vous avez actuellement l'élément technologique qui existe sur le marché qui permet de réaliser ça, ça s'appelle un variateur. Un variateur, c'est une petite boîte comme ça, qui contient un ampli de puissance avec des transistors de puissance, mais qui contient également toute la partie commande, donc les petits signaux, des ampliobes, des filtres, tout ça, qui réalisent des asservissements. Quels sont les asservissements qui sont réalisés dans un variateur ? Ces asservissements-là, c'est exactement ça qui est réalisé. Vous avez une boucle de courant qui est réalisée dans le variateur, dont vous pouvez régler d'ailleurs les gains du correcteur avec des potentiomètres. Vous avez des petits potentiomètres
ajustable avec un tournevis que vous pouvez tourner pour régler éventuellement ces gains. Vous avez aussi, de manière optionnelle, donc c'est possible de le faire ou pas, hein, de boucler cette boucle ou pas, un asservissement de vitesse sur tous les variateurs, ça existe. Et là aussi, pour le réglage de ce deuxième asservissement, qui en commande envoie non pas une tension d'induit directement, mais envoie une consigne de courant. Hein, vous voyez que la commande de cet asservissement externe, là, donc ce U de l'asservissement externe, est en fait la référence d'un asservissement interne qui, lui, régule le courant. Cet asservissement interne est toujours présent sur tous les variateurs, quelle que soit la technologie de moteur. Ce n'est pas seulement vrai pour les machines à courant continu, c'est vrai pour tout type de moteur électrique. L'asservissement externe est optionnel. Il peut y avoir un troisième asservissement optionnel de position. Il est intéressant de noter que cette structure en boucle imbriquée est équivalente à un retour d'état. En effet, si vous écrivez la loi de commande dans le domaine de Laplace en fonction des différentes grandeurs ici. Donc si vous exprimez U de S, c'est égal à C oméga fois CI fois oméga R. Donc là, on a exprimé la chaîne qui va là. Hein. On raisonne par superposition. Hein. Donc la valeur là, c'est l'addition de ça, plus l'addition de ça, plus l'addition de ça. Donc ça, c'est C oméga, enfin YR fois C oméga fois CI. C'est ce qui est là. Cette boucle-là, c'est oméga S fois moins 1, ça c'est comme s'il y avait un gain moins 1, fois C oméga fois CI. Donc moins C oméga, CI, oméga. Et cette boucle-là, c'est moins I de S fois CI. Moins CI fois I de S. Donc là, vous avez la loi de commande. Le retour d'état réalise cette loi de commande. Bon, là, on est dans le domaine temporel, mais c'est équivalent. Il suffit de faire la transfo de Laplace entre les deux. Vous avez pour le retour d'état U, donc aussi la tension d'induit est égale à N chapeau oméga R moins K1 oméga moins K2I. Vous retrouvez l'analogie ici. Si vous faites C oméga est égal à un gain K1 sur K2 et CI qui est égal à un autre gain K2, vous retrouvez exactement cette même loi de commande que pour le retour d'état. Donc cette structure imbriquée est équivalente à un retour d'état. C'est un retour d'état qui ne dit pas son nom. Alors, dernier petit commentaire à propos de cette structure imbriquée. Pourquoi est-ce que pour tous les moteurs électriques, on a un asservissement de courant? Pourquoi est-ce que les constructeurs de variateurs s'embêtent à réaliser cette fonction-là dans les variateurs? Et pourquoi ils ne s'abstiennent pas de le faire alors que ça coûterait moins cher? Pourquoi est-ce qu'ils le font? En d'autres termes, pourquoi est-ce que si on voulait réguler la vitesse, on ne pourrait pas ici directement commander la tension? Pourquoi on s'embête à faire une boucle interne là pour commander ici le couple ou le courant? Pour répondre à cette question, il faut que vous repensiez à ce que je vous ai dit au début de ce cours, quand je vous ai parlé du principe de fonctionnement de la machine à courant continu. Donc effectivement, si ici on désactive cette boucle, hein, donc si ce correcteur envoie directement une tension ici au moteur, lorsque le moteur est à 0 radians par seconde et on veut aller à 10 radians par seconde, on a un échelon de consigne de vitesse de rotation, ce qui fera qu'on aura un échelon de tension ici. Et probablement, si on sature, on va aller à la pleine excursion de la tension. Si par exemple le hacheur est capable de faire 200 volts, on va brutalement passer de 0 à 200 volts. On va très rapidement avoir un courant dans le moteur qui va atteindre des valeurs très importantes. Lorsqu'on met la pleine tension au bord d'une machine à courant continu qui ne tourne pas, on dépasse largement le courant nominal. Il faut savoir qu'une machine à courant continu admet un surcourant, mais pendant un temps très court. La limite
de la machine, c'est une limite thermique. Si vous échauffez trop, et ça c'est pour toutes les machines électriques, hein, c'est valable quelles que soient les machines, asynchrone, synchrone, tout ce que vous voulez, si vous dépassez la température au-delà de laquelle les isolants, le vernis isolant du bobinage fond, cramez la machine. Et c'est ça la limite, c'est pas autre chose. Donc si votre machine fonctionne à moins 50, potentiellement elle a plus de puissance, elle a plus de couple, vous pouvez lui demander beaucoup plus que si elle fonctionne à plus 50. Donc c'est une limite thermique. La limite des machines électriques, c'est une limite purement thermique. Alors, bon, ok, ça admet un surcourant, mais pendant un temps très court. Ça, c'est pour la machine. Mais ce courant-là, il ne circule pas seulement dans les bobinages de la machine. Il circule aussi dans les amplificateurs, dans l'amplificateur. Donc, il circule aussi dans les transistors de puissance. Qu'est-ce que c'est qu'un transistor de puissance? C'est un MOS de puissance. Un MOS, c'est une grille qui commande la résistance entre deux bornes. C'est en gros une résistance que vous pouvez commander. Avec un tout petit signal et avec une impédance qui est purement capacitive, donc quelques milliampères, vous pouvez commander la variation d'une résistance entre les deux bornes de puissance de ce MOS. Donc vous pouvez commander une résistance qui varie lorsque c'est ouvert, ce transistor, il est à plusieurs mégohms, et lorsqu'il est fermé, il descend à quelques fractions d'ohms. C'est ça un transistor de puissance. Et le courant va circuler, le courant du moteur va circuler dans au moins un de ces transistors. Or, si vous connaissiez le MOS, vous sauriez que ces composants-là, qui sont à base de semi-conducteurs, n'admettent aucun surcourant. Et la limite de destruction de ces composants n'est pas thermique, comme pour la machine électrique, mais, enfin quelque part c'est aussi thermique, mais c'est des phénomènes de fusion, donc c'est quand même thermique, hein, mais qui interviennent très très rapidement. Dès que vous dépassez le courant nominal, il y a des trous qui se forment dans le silicium qui détruisent instantanément votre composant de puissance. Donc un composant qui est donné pour 10 ampères, vous ne pouvez pas lui mettre 11 ampères. Une machine qui a un courant nominal de 10 ampères, vous pouvez lui mettre 50 ampères. Vous pouvez même lui mettre 100 ampères dans un transistor très très court, pourvu qu'elle ne chauffe pas. Pour un transistor de puissance, ce n'est pas possible. Or, tous les variateurs utilisent forcément des transistors de puissance pour amplifier. Comment faire pour éviter que le courant dans la machine, donc le courant dans les transistors, dépasse la valeur max de la caractéristique de ces transistors? Tout simplement en réalisant cet asservissement. Alors vous avez aussi, vous me direz, ouais, mais pourquoi on ne met pas un disjoncteur? On va mettre un disjoncteur, un fusible, encore mieux. Alors, est-ce que c'est réaliste? Si vous imaginez un fusible, vous demandez de 0 à 10 radians par seconde. Donc ici, vous allez avoir une commande si ça arrive directement là, de 200 volts. Vous avez un fusible en série, donc vous atteignez, je sais pas, 50 ampères alors que la machine est donnée pour 10 ampères. Le fusible, il casse au courant max des transistors, donc il va casser à 10 ampères. Donc vous allez commencer à faire un soubresaut et puis ça va s'arrêter. Donc le fusible, c'est pas la bonne solution. Un disjoncteur, il va disjoncter, ça va être le même problème. Un disjoncteur qui se réarme tout seul. D'accord, vous voulez brutalement passer de 0 à 10 radians par seconde, ça va commencer à accélérer, puis ça va à nouveau décélérer, puis vous allez repasser en mode, disons, le courant est faible, ça va se réenclencher, donc vous allez avancer par soubresaut. Ça ne marche pas non plus. La seule solution technique qui est viable, c'est d'asservir le courant et de le maîtriser. À ce moment-là, si ici, ce que vous voulez en courant, c'est 50 ampères, mais le maximum dans les composants, c'est 10 ampères, vous pouvez très bien saturer ce que vous envoyez là. C'est-à-dire mettre ici ce qu'on appelle une saturation. Vous utilisez des diodes Zener, tête bêche, vous les mettez à plus ou moins 10 volts, sachant que si vous avez par exemple 1 volt qui vaut 1 ampère, et vous envoyez jamais ici plus de 10 volts qui correspondent à 10 ampères. Si votre asservissement là n'a pas de dépassement,
à ce moment-là, vous avez la garantie que le courant effectif qui circule dans les transistors ne va jamais dépasser ce que vous mettez en consigne, donc ne va jamais dépasser ces fameux 10 ampères. Voilà pourquoi il faut faire cet asservissement. Et l'avantage, c'est que vous n'aurez pas d'à-coups. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, au démarrage, vous voudrez 50 ampères, mais vous ne pourrez pas les avoir. Qu'est-ce qui va se passer? Vos diodes Zener vont écréter le 50 à 10. Vous allez quand même accélérer. Vous allez accélérer au maximum de ce que vous pouvez faire, mais sans à-coups. Et lorsque vous aurez fini d'accélérer, lorsque la vitesse de rotation va commencer à être importante et que le différentiel de tension entre la tension que vous commandez et la tension de force contre-électromotrice deviendra assez faible, vous allez nouveau rentrer dans un mode de fonctionnement linéaire, non écrété, et tout va se passer de manière, je dirais, soft, sans à-coups. Et c'est ça qu'on veut en général. Donc pour que ça fonctionne sans à-coups, sans détruire le matériel, il faut forcément cet asservissement imbriqué. Et ça, c'est pour toutes les machines, qu'elles soient continues, alternatives, toutes les machines électriques, quand il y a un asservissement qui est réalisé, ont cette boucle qui est active, que vous ne pouvez pas désactiver. Voilà pour cet aparté qui a duré assez longtemps, mais qui est néanmoins très important. Vous avez retrouvé ces problématiques en TP. Et maintenant, on va passer à un exemple. Alors c'est bien beau toute cette théorie là sur le retour d'état. On va voir comment on l'implémente en vrai. Déjà sur un exemple. Alors on va traiter un exemple de retour d'état qui correspond à peu près à une machine à courant continu. On vous a expliqué que la machine à courant continu pouvait s'approcher par un premier ordre si on négligeait la dynamique électrique. C'est ce qu'on a fait ici. Quand vous avez un intégrateur, cet intégrateur modélise forcément le transfert entre, en tout cas quand il est pur, il modélise le transfert entre vitesse et position. Donc ce qu'on veut faire là, c'est pas l'asservissement de la vitesse. Donc le oméga là, il n'est pas très pertinent. Donc c'est juste une question de notation. Après, ça change rien au niveau des calculs. Il faudrait mieux mettre ici un θ. Ça correspond mieux à ce genre de fonction transfert. Bon, le calcul qu'on va dérouler peut être indépendant du système qu'on utilise, mais pour plus de clarté et pour que ça corresponde mieux à une situation réelle, je préfère que vous changiez ce oméga en θ. Donc on va asservir la position d'un moteur à courant continu. Et on a donc cet intégrateur qui modélise le transfert entre vitesse et position, et puis le premier ordre là qui est la fonction transfert approchée du moteur à courant continu, entre tension d'induit et vitesse de rotation. On va d'abord mettre ça sous forme d'état commandable. Pour ça, on va utiliser les relations du cours qui permettent de passer d'une fonction transfert à une représentation d'état mise sous forme commandable. Alors pourquoi je choisis la commandable? Parce que justement on veut faire du retour d'état. Et un retour d'état, c'est commander. Vous voulez commander le système. La forme commandable est, comme son nom l'indique, plus adaptée à la commande d'un système. Donc c'est naturellement vers celle-ci qu'on va s'orienter lorsqu'on veut faire du retour d'état. On met sous forme d'état commandable. Pour mettre sous forme commandable, il faut d'abord faire des petites manipulations de la fonction transfert, faire apparaître clairement déjà le polynôme, ou les polynômes du numérateur et dénominateur. Ici, il n'y a qu'un seul polynôme au dénominateur. Et d'autre part, il faut rendre le polynôme du dénominateur monique. Non, pas monique. Le coefficient du plus haut degré doit être égal à 1. C'est pas monique. Ça. Monique, c'est quand le coefficient du plus bas degré est égal à 1. Donc le AN est égal à 1. Pour rendre AN est égal à 1, pour transformer AN en un coefficient unitaire, il faut tout diviser par taux, numérateur et dénominateur. C'est ce qui a été fait ici. Et seulement après, on peut appliquer les règles du cours. Les règles du cours, vous regardez la partie correspondante, vous disent qu'il y a des 1 au-dessus de la diagonale, que sur la diagonale, il n'y a que des zéros, sauf sur la dernière ligne, et sur la dernière ligne, vous avez les coefs
dans l'ordre croissant des indices du polynôme du dénominateur. Donc là, on a un coef 0 pour le s à la puissance 0, et on a un coef... Ah oui, c'est moins les coefs. Hein. On a un coef moins 1 sur tau. On a un coef 1 sur tau, mais il faut lui mettre un signe moins, pour le s à la puissance 1. Ensuite, vu que c'est la forme commandable, b est égal à 0, 1, c est égal au coefficient du numérateur, k sur tau, 0, et le scalaire d qui représente le transfert direct, dans ce cas, est nul, vu que le degré du numérateur est largement inférieur à celui du dénominateur. On est donc dans le cas strictement propre. Alors il s'agit de trouver le n bar. Pour ça, on utilise l'équation du cours. Donc le n bar s'obtient à partir de nx et nu, et nx et nu s'obtiennent grâce à l'équation qui est donnée dans le cours. Voilà l'équation qui est donnée dans le cours. Nx et nu s'obtient en inversant cette matrice-là, formée par A, B, C, D, et là en multipliant par 0 et 1. Alors attention, le 0 du cours, là, c'est un 0 de dimension compatible avec, évidemment, la matrice qui est devant. Et en l'occurrence, vu que vous voyez que les deux premières lignes de cette matrice-là sont définies, par exemple, par la dimension de A, à ce moment-là, il faut 2 zéros. Donc là, il y a autant de zéros que d'états, finalement. Ici, on a un ordre 2, donc on a 2 états, donc il faut mettre 2 zéros. Donc le 0 du cours, là, c'est pas un 0 scalaire, c'est un 0 vectoriel. Le 1, il est scalaire, dans le cas monovariable. Ça correspond à cette dernière ligne. Le C est de dimension 1 fois n, et D est de dimension 1 fois 1. Donc ça, cette dernière ligne est de dimension 1, et ce 1 correspond à cette dernière ligne. On obtient donc, si vous remplacez par A, B, C, D, là, cette matrice-là, inversée. L'inverse de cette matrice, c'est ça. On obtient donc pour nx, nu, ce vecteur-là. Alors nx est de dimension 2 par 1, et nu est un scalaire. Donc nx est égal à ces deux premiers éléments-là, et nu est égal à 0 dans notre cas. Conclusion, n bar est égal à k, à déterminer, fois ça. K fois nx. Il reste à déterminer k. Comment faire? Alors pour le moment, j'ai encore rien dit sur le cahier des charges. Je n'ai pas dit que je voulais un système qui devait réagir en temps et temps de millisecondes, ni dit qu'il ne fallait pas de dépassement, ni qu'il fallait une aérostatique nulle, etc. Pour trouver k, pour régler k, il faut des données d'entrée, il faut des données supplémentaires, il faut savoir ce qu'on veut pour le système en boucle fermée. C'est ce que je vais indiquer maintenant. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait un pôle double en moins 10 en boucle fermée. Voilà ce que dit le cahier des charges. Alors, en général, le cahier des charges est rarement exprimé d'une manière aussi automaticienne, on va dire. Parce qu'un pôle double en une certaine valeur, c'est rare que, par exemple, le service marketing vous dise ben voilà, le client, il veut un pôle double en moins 10. Non, le client, il veut que le disque dur il réagisse avec un temps de réponse de 3 millisecondes, parce que c'est mieux que la concurrence. Donc à vous de traduire ça en pôle en moins quelque chose. Vous savez que plus le pôle tend vers moins l'infini, plus le système est rapide. Donc il y a une correspondance directe entre la position du pôle et la forme de la réponse. Si c'était en moins 100, ça irait grosso modo 10 fois plus vite qu'en moins 10. Et puis le fait de les positionner sur l'axe réel, vous savez que la réponse est apériodique. C'est quand on a des complexes conjugués qu'on a une réponse qui a un dépassement. Donc là, quelque part, ça rentre déjà dans un certain gabarit, cette réponse.
Mais il y a l'étape qui manque entre la traduction en langage, disons, compréhensible par tout le monde du cahier des charges, temps de réponse de temps et temps, et positionnement des pôles. Ça, c'est normalement aussi le boulot de l'ingénieur qui fait le réglage. Alors, la nouvelle représentation d'état, c'est celle-ci, avec notamment cette nouvelle matrice A, qui vaut A moins BK. Si on veut un pôle double en moins 10, ça sera là-dedans qu'il va falloir les trouver, ces deux pôles. Donc le problème qui se pose à nous, c'est comment régler ce cas de telle manière que les valeurs propres de cette nouvelle matrice soient doubles et en moins 10. Voilà la traduction mathématique de ce cahier des charges. Bon, on écrit les équations. On veut qu'il y ait un pôle double en moins 10. Donc, les valeurs propres de A moins BK doivent être moins 10 et moins 10. Donc, déterminant de A moins BK moins lambda I est égal à 0. Cette équation-là conduit à deux solutions. Lambda 1 est égal à moins 10. Pourquoi j'ai mis un moins là? Lambda 2 est égal à moins 10. C'est pas un moins là. C'est un plus. Voilà. Plus. Voilà. Qu'on peut traduire ensuite en d'abord K, K1, K2, donc BK qui est égal à ça, donc A moins BK qui est égal à ça, et enfin A moins BK moins lambda I qui est égal à ça. Et on cherche le déterminant de ça, qui donne ça, et mis sous forme d'un polynôme dans le bon ordre, qui donne ce polynôme-là. Donc les racines de ce polynôme-là, qui heureusement est d'ordre 2, de degré 2, ça doit être moins 10 et moins 10. Comment régler K1 et K2 de manière à ce que ce polynôme-là admette comme racine double moins 10. On identifie ce polynôme-là avec le polynôme qu'on veut, hein, et le polynôme qu'on veut, c'est lambda plus 10 au carré. Donc c'est ça, il suffit d'identifier les coefs là et là avec ce coef là et ce coef là. Bon, faites gaffe quand même que là il y a un coef 1 aussi. Hein. Bon, normalement ça se voit tout de suite. Quand c'est pas le cas, on trouve K2 est égal à 20 moins 1 sur lambda et K1 est égal à 100. Voilà. Ensuite, on peut en déduire, une fois qu'on a K1, K2, on en déduit n chapeau, n bar plutôt, qui est donc égal au produit de K qu'on a trouvé, donc K1, K2, fois ce nx, donc taux sur K 0, et on trouve 100 taux sur K, qui est bien scalaire, et c'est ce scalaire là qui va préfiltrer notre consigne de manière à avoir un gain statique est égal à 1, ou une erreur statique nulle. Voilà, bon, alors comme il est l'heure, on va en rester là, on terminera la prochaine fois. La prochaine fois, on va faire l'application numérique et on va tester sous Simulink si ça marche. Si effectivement on a fait le retour d'état qui correspondait à notre cahier des charges.